Un énorme démon cramoisi se dresse devant Gabi. Le démon est sur le point de l'attaquer avec sa main aux jointures métalliques. Bien que visiblement blessé et désavantagé, il trouve fascinant qu'un monstre soit sur le point de le tuer tandis que d'autres monstres l'acclament. Mais c'est la première fois de sa vie qu'il laisse échapper un grand rire étouffé. C'est le moment qu'il attendait. Peut-être se tient-il dans cette arène pour chercher la réponse à la question qu'il se pose depuis toujours. Est-il un fou parmi les saints ou un saint parmi les fous? Dans un flashback, la vie de Gabi a commencé normalement. C'était un enfant très aimé par sa mère. Ils avaient même un chat que sa mère adorait. Cependant, un jour, sa mère a découvert qu'il avait fait quelque chose d'horrible au chat. Il a expliqué que le chat agissait bizarrement, alors il a essayé de comprendre ce qui n'allait pas et a utilisé le couteau contre la pauvre bête. Gabi a toujours été fascinée par la mort. Sa mère a réalisé très tôt qu'il n'était pas comme les autres. Elle lui a donné une étreinte chaleureuse qui a suffi à réchauffer son cœur froid. Sa mère pensait que s'il restait occupé tout le temps, ses tendances disparaîtraient. Et pendant un certain temps, c'est ce qui s'est passé. Il s'est occupé en pratiquant différents sports comme le football, les échecs et le taekwondo. Cependant, pendant son cours de taekwondo, ses tendances ont refait surface et il a frappé un camarade de classe plus qu'il ne le fallait. Il a laissé échapper un sourire de fou, mais heureusement, sa mère était là pour l'arrêter. Cependant, il n'a toujours pas pu se contrôler et a giflé sa mère pour s'être immiscé. Il a été choqué par son propre geste, mais sa mère l'a rassuré en lui disant que tout irait bien. Mais pour Gabi, il s'est senti horrible ce jour-là. C'était la seule fois où il a ressenti une véritable culpabilité. Après ce jour, il a tout fait pour lui faire croire qu'il maîtrisait ses tendances et qu'il était redevenu normal. Il voulait lui épargner la vérité et voulait la rendre heureuse même s'il ne savait pas ce que cela signifiait. Elle l'a regardé avec des yeux compréhensifs que seule une mère pouvait avoir. Soudain, l'assiette qu'elle tenait lui a glissé des mains et elle a commencé à trembler de façon incontrôlable. Ils ont découvert que sa mère avait un cancer et que cela l'a tuée depuis 4 mois. Sur son lit de mort, elle a avoué qu'elle avait découvert l'endroit où il avait enterré les animaux. Il a paniqué, confus qu'elle ait su tout le temps. Elle a expliqué qu'elle avait compris qu'il n'avait pas pu lutter contre cela tout ce temps et qu'il avait fait de son mieux pour le lui cacher afin qu'elle ne soit pas blessée. Elle lui a dit qu'elle partirait bientôt et qu'elle voulait partir avec un cœur calme et paisible. Et elle voulait donc qu'il lui fasse 2 promesses. Premièrement, ne jamais laisser éclater sa colère sur un être humain. À moins qu'il ne soit en danger et qu'il ait besoin de se défendre, il doit s'assurer de choisir quelqu'un qui le mérite. Deuxièmement, il doit promettre d'être gentil avec tout le monde et de se faire des amis. Il doit essayer de rire et de profiter des moments avec des enfants de son âge. De cette façon, ils verront quel bon garçon il est. Douteux, il a demandé ce qui se passerait si les autres ne voulaient pas être amis avec lui. Elle lui a assuré que tout irait bien. Gabi a promis qu'il ferait ces choses. Quelques jours plus tard, sa mère est décédée et l'a laissé tout seul. Il s'est souvenu que c'était la seule fois où il avait ressenti une vraie douleur. Finalement, sa tante et son oncle l'ont accueilli et n'ont pas plaisanté, et il a fait de son mieux pour tenir la promesse qu'il avait faite à sa mère. Aujourd'hui, à son école, Gabi s'est fait un ami en Diego. Le garçon le salue avec un beau bonjour, et il remarque immédiatement à quel point son ami est joyeux aujourd'hui par rapport à d'habitude. Son ami se vante d'avoir acheté un jeu de cartes qu'il est très enthousiaste à l'idée d'utiliser pendant leur trajet en bus pour leur voyage au planétarium. Diego explique qu'il a visité le planétarium plusieurs fois avec ses parents et que le trajet en bus pendant les voyages scolaires est la partie la plus amusante, il veut donc s'y préparer. Il ne remarque pas qu'il gêne un autre élève. L'élève, Kevin, lance un regard noir à son ami, puis l'attrape immédiatement par le col. Le tyran le regarde avec colère, menaçant de lui donner un coup de poing au visage. Effrayé par le type, Diego s'excuse immédiatement auprès de lui. Gabi intervient, attrapant la main de l'homme et exigeant qu'il lâche son ami puisqu'il s'est déjà excusé. Kevin essaie également de l'intimider, mais se sent un peu mal à l'aise face à Gabi. Il a l'air d'un enfant fort, alors il lui demande s'il veut se battre. Juste à ce moment-là, sa petite amie, Fiona, arrive et lui dit d'arrêter de se quereller avec les enfants. Elle lui dit de l'accompagner à son casier pour qu'il ne rate pas le bus. Il s'excuse auprès de sa petite amie pour le retard, mais regarde à nouveau les 2 enfants. Il leur dit que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, il leur brisera certainement les os. Diego laisse échapper un sourire et le remercie d'être intervenu. Pendant ce temps, ce que son ami ne sait pas, c'est qu'il tient une arme à la main, prêt à frapper Kevin s'il n'avait pas été empêché par sa petite amie. Il demande alors à l'esprit de sa mère s'il peut tuer Kevin. Le professeur dit aux élèves de monter rapidement dans le bus car ils sont sur le point de partir pour leur voyage scolaire. Diego est ravi que les meilleures places soient encore libres et qu'il puisse en avoir une. Il dit à Gabi qu'il devrait viser la rangée du milieu car elle se trouve juste entre les 2 sorties où il pourrait facilement courir aux toilettes ou se cacher des professeurs. Pendant ce temps, Kevin intimide les autres élèves à l'arrière, revendiquant leur place. Regardant cela, Diego ajoute que le mieux quand on est assis au milieu, c'est qu'on est loin des fauteurs de troubles comme Kevin. Juste à ce moment-là, Cédric, le délégué de classe, s'oppose au tyran et lui dit de laisser les élèves tranquilles, sinon il devra signaler son mauvais comportement à l'école.
Le larbin de Kevin lui aboie dessus et lui conseille de ne pas se mêler de leurs affaires s'il ne veut pas d'ennui. Le tyran répète qu'il n'a pas le droit de leur donner des ordres même s'il est le délégué de classe. Pendant ce temps, Gabi observe la scène depuis son siège et trouve intéressant qu'ils se battent pour un siège. Il peut voir que Kevin veut montrer à tout le monde qu'il est le mâle alpha. Une autre chose intéressante pour lui est que Cédric a été témoin de ce genre de comportement tous les jours et n'a jamais pensé à intervenir, mais il se manifeste maintenant. Il s'interroge discrètement sur son action, se demandant si le délégué de classe se soucie vraiment de ses camarades de classe. Alors qu'il voit Cédric reculer devant les tyrans, il en vient à la conclusion qu'aucune de leurs actions n'a de sens pour lui. Juste à ce moment-là, le professeur arrive et la tension se relâche. Kevin s'enfuit immédiatement pendant que le professeur leur dit à tous de s'asseoir. Le bus est sur le point de partir lorsqu'une élève lève la main et informe le professeur que Mel, une de leurs camarades de classe, n'est pas encore arrivée. Le professeur est exaspéré que la fille soit encore en retard comme toujours. À ce moment-là, Mel arrive, épuisée et haletante d'avoir couru vers le bus. Le professeur la gronde pour être toujours en retard et lui dit de faire des efforts pour que cela ne se reproduise plus. L'élève s'excuse et monte rapidement dans le bus pour trouver sa place. Alors que le bus démarre, elle chancelle et manque de tomber, mais Gabi vient à son secours et la rattrape juste à temps. Elle rougit et le remercie maladroitement de l'avoir aidé. Elle l'appelle accidentellement Gabi et lui demande si ça le dérange que les gens l'appellent comme ça. Alors qu'elle s'agite maladroitement devant lui, Gabi essaie de la calmer. Trouvant ses actions étranges, il s'assoit et lui donne la permission de l'appeler Gabi. Comme le voyage est retardé, il lui dit de trouver une place. Le bus démarre et pendant le trajet, les élèves bavardent. Le professeur commence à leur parler de leur voyage au planétarium quand soudain, ils ressentent tous une forte secousse. Le bus s'arrête et le professeur explique que cela pourrait être un tremblement de terre qu'ils ont ressenti. Gabi remarque que ça sent le soufre. Diego s'en rend compte soudainement aussi, et à ce moment-là, un énorme éclair frappe presque le bus, terrifiant les élèves. Diego se rapproche de Gabi, qui regarde calmement son téléphone qui est soudainement déchargé. Tout d'un coup, une tornade se forme, ce qui panique encore plus tout le monde. Diego se met à crier tandis que Gabi attache calmement sa ceinture de sécurité, se sécurisant en place. Il dit à son ami de faire de même en baissant la tête. Le professeur crie aux élèves de s'accrocher fermement à leur siège autant qu'ils le peuvent alors qu'ils se préparent à l'impact des vents violents. Les élèves font ce qu'on leur dit et s'accrochent fermement à leur siège et surmontent la tornade. Quelques instants plus tard, Gabi se rétablit après s'être évanoui. Il regarde autour de lui, vérifiant si la tornade est passée et s'attendant à ce qu'il y ait des cadavres autour de lui. Il regarde son ami à côté de lui et voit que Diego pleure, demandant s'il a vu l'énorme œil plus tôt. Ne comprenant pas ce à quoi il fait référence, il pense que son ami est toujours en état de choc après ce qui s'est passé. Cependant, il se souvient soudainement que juste avant de s'évanouir, il a bien vu un énorme œil au centre de la tornade qui le regardait. Il essaie de le calmer une fois de plus et lui dit que tout était dans son imagination. Mel fait de même avec son ami, lui assurant que le pire est passé maintenant. Le délégué de classe reste figé sur son siège tandis que Kevin hurle depuis la banquette arrière, demandant si quelqu'un est blessé. Le professeur demande si quelqu'un a un téléphone qui fonctionne pour qu'il puisse appeler à l'aide. Gabi vérifie son téléphone, mais il est déjà déchargé. Il essaie de regarder dehors pour voir si la poussière est retombée. Alors qu'il regarde dehors, il est choqué de voir une silhouette étrange debout là, le regardant directement. Il se demande s'il hallucine après s'être cogné la tête pendant la tornade. Cependant, les autres commencent à crier, voyant aussi la créature étrange. Elle commence à parler, ce qui le déstabilise encore plus. À leur grand étonnement, elle bat des ailes et commence à s'élever, mentionnant que le match va être passionnant cette fois-ci. Il souhaite à tout le monde un bonjour et leur demande poliment de quitter le bus. Parce qu'ils étaient stupéfaits, les élèves oublient de bouger. Alors le monstre leur crie à nouveau dessus, leur ordonnant de descendre du bus. Les élèves se précipitent pour sortir du bus. Kevin et sa copine se demandent où ils pourraient être, tandis que Diego demande à Gabi s'il a la moindre idée de ce qui se passe. Il n'en a aucune idée non plus, mais remarque qu'ils sont dans un endroit différent. Choqués par ce qu'elle voit, Mel leur dit de regarder le ciel, et ils sont stupéfaits de trouver deux lunes au-dessus. Cela signifie seulement qu'ils ne sont plus sur Terre. Alors que la poussière retombe complètement, les élèves sont complètement terrifiés en voyant des extraterrestres se rassembler dans une arène, les regardant et les acclamant. Le type bizarre déclare qu'il va les superviser, se présentant comme l'annonceur. Il leur dit de se préparer pour une journée sanglante au cours de laquelle d'innombrables guerriers se battront, se déchireront et s'entretueront pour leur amusement, et dans la gloire des entités. Il présente ensuite les cadeaux que lui et le collectionneur ont rassemblés à travers l'univers et apportés en sacrifice. Oubliant de quelle planète ils viennent, il tend la main vers le professeur et demande. L'homme tremble à sa vue et bégaye en répondant qu'ils viennent de la Terre. Diego panique en entendant cela, pensant qu'ils vont être mangés par les extraterrestres. L'annonceur explique que dans l'arène, ils adorent quand leur sacrifice résiste. Soudain, différents types d'armes apparaissent devant les humains. L'annonceur ajoute qu'ils devront survivre dans une bataille contre l'une de leurs races. Juste à ce moment-là,
une horde de gobelins court vers l'arène. Les élèves paniquent à la vue des monstres. Kevin prend les devants et leur ordonne de fermer les portes et de saisir leurs armes pour combattre les monstres. Pendant ce temps, Gabi sourit légèrement et serre le poing, ravi que la situation se réchauffe. Les humains courent se mettre en sécurité, criant à l'aide. Gabi dit à son ami de se préparer. Cependant, au lieu de se préparer au combat, son ami l'attrape et s'enfuit des gobelins. Le professeur ordonne aux élèves de se cacher à l'intérieur du bus, mais il se fait poignarder par un gobelin. Les autres humains sont également attaqués. Certains d'entre eux, menés par Kevin, se rassemblent et combattent les monstres. Fiona poignarde courageusement un gobelin par peur. Kevin la félicite pour son bon travail. Les gobelins continuent d'attaquer les humains tandis que Gabi et Diego se cachent derrière un rocher. Ils trouvent cela difficile de ne pas avoir pu saisir une arme alors qu'il y a un bain de sang autour de lui. La seule chose qu'il a obtenue est un tournevis, et il n'est pas sûr que cela les aidera à survivre. En regardant son ami à côté de lui, il soupire presque car il ne sert à rien en paniquant. Il regarde le groupe de Kevin et pense qu'il survivra probablement s'il est avec eux. Il envisage d'abandonner Diego et de survivre seul. Puis, son ami crie. Ses yeux se dirigent vers l'arène où se trouve Mel. Il la regarde traverser rapidement l'arène, échappant à un gobelin tenant un couteau. Cependant, elle glisse accidentellement dans une mare de sang et tombe au sol. Cela donne au gobelin une chance de l'attraper. Gabi regarde cela se dérouler et est choqué lorsque Diego saute et frappe le monstre. Diego est confus de voir comment il est devenu si fort. Il l'ignore et pense que c'est juste de la chance et l'adrénaline qui monte. Gabi trouve ça étrange aussi puisqu'il n'a jamais vu son ami aussi fort physiquement. Comme ils ne font pas attention, il ne voit pas les gobelins attaquer par derrière. Gabi crie, les avertissant de sauter aussi haut que possible. Les deux suivent son avertissement et sautent aussi haut qu'ils le peuvent, faisant quelque chose d'inattendu. Les deux paniquent en plein vol. Pendant ce temps, Gabi profite de cette occasion pour poignarder un gobelin avec son tournevis. Il lui donne ensuite un coup de pied et atterrit gracieusement sur le sol, attrapant l'arme du gobelin dans sa main. Il analyse qu'ils sont plus forts et plus rapides ici que sur Terre à cause de la gravité ou de l'atmosphère. Sentant une montée d'excitation, il sourit maniaquement et anéantit davantage les autres gobelins. Il taillade les gobelins successivement, tuant l'un après l'autre. Diego et Mel sont tous les deux choqués de le voir si horrible. Diego le félicite d'être si courageux et cool. Il tapote doucement l'épaule de son ami, et quand Gabi regarde par-dessus, ils sont choqués par son apparence impitoyable. Diego et Mel sont terrifiés par ses yeux vicieux. Ils se dirigent vers eux et leur tend une arme, leur disant que s'ils veulent survivre, ils doivent faire ce qu'il dit. Ils se cachent derrière un rocher et élaborent une stratégie sur ce qu'ils doivent faire pour survivre. Ils soulignent que les créatures ont peur d'attaquer parce qu'il y en a beaucoup et qu'ils sont armés et que les monstres préfèrent attaquer les solitaires. Ils observent à nouveau le groupe de Kevin, qui se défend bien contre les ennemis. Il explique qu'à cause de leur panique, ils se sont dispersés, ce qui était une grosse erreur. S'ils veulent augmenter leurs chances de survie, ils doivent rejoindre le gang de Kevin. Ils dessinent leur stratégie et expliquent qu'ils doivent courir tout droit à travers l'arène car c'est le chemin le plus rapide. Cependant, c'est aussi la façon la plus dangereuse de le faire. Il leur rappelle donc qu'ils doivent éviter les combats autant que possible. Ils demandent s'ils sont prêts, et les deux sont d'accord à l'unisson. Gabi ouvre la voie, et ils se précipitent vers l'arène. Il taillade tous les gobelins qui bloquent leur chemin et dit aux deux de continuer à courir. Cependant, Diego est distrait et regarde les humains attaqués par les gobelins. L'un d'eux crie à l'aide, et il ne peut s'empêcher de s'arrêter et d'interférer. Il en attrape un et lui arrache les membres. Gabi et Mel regardent leur ami et sont stupéfaits de le voir en pleine furie. Il attrape plus de gobelins et se perd en les anéantissant l'un après l'autre. Gabi est stupéfait de voir son ami perdre le contrôle et ne savait pas qu'il était capable d'une telle cruauté. Même les monstres commencent à se méfier de lui et ils attaquent donc en groupe en essayant de le surpasser en nombre. Les tendances psychotiques de Gabi se manifestent et il prévoit d'abandonner son ami et de l'utiliser comme une distraction pour atteindre les autres. Cependant, Mel l'appelle et lui dit d'aller aider leur ami. Avec cela, la fille se précipite aux côtés de Diego et l'aide. Gabi trouve cela gênant, n'ayant pensé qu'à lui tout le temps. Cependant, il se rend compte que cela pourrait être avantageux pour eux et leur cri de combattre autant de gobelins que possible. Distraite, Mel est blessée par l'un des gobelins. Gabi vient à son secours et poignarde le monstre. Il attaque plus de gobelins aux côtés de ses amis, se sentant méprisé que d'autres se sauvent également et les laissent derrière. Il continue de se rappeler de se sauver en premier car il n'est pas rationnel de sauver les autres parce qu'ils sont seuls, et il est seul. Un gobelin est sur le point de l'attaquer par derrière, et il pense que c'est fini. Soudain, un souvenir de sa mère lui revient à l'esprit, suivi d'une éclaboussure de sang. Il est choqué de voir Kevin abattre le gobelin qui était sur le point de le tuer. Le jeune homme dit à tout le monde de garder sa volonté de se battre forte et de se trouver une arme ou d'utiliser ses mains nues pour se battre et survivre. Il prend les devants et attaque les monstres, anéantissant plus de gobelins. L'annonceur rit maniaquement après avoir été témoin de quelque chose d'inattendu. Il ajoute que la journée est pleine de surprises. Contrairement aux attentes, les parasites de la Terre ont remporté la victoire. Chancelant de fatigue, Kevin demande s'ils seront renvoyés chez eux après avoir gagné la bataille contre les gobelins.
Mais à leur grande surprise, l'annonceur déclare qu'il y aura un deuxième tour. La porte de l'arène s'ouvre et ils sont horrifiés de voir un ennemi beaucoup plus effrayant. Un monstre rouge et gigantesque entre dans l'arène et l'annonceur déclare qu'il vient de la planète rouge, le broyeur cicatrisé. Le démon est l'un des favoris de la foule et les a divertis lors de ses 2 premiers matchs, et le match sera son 3e et dernier match obligatoire. En cas de victoire, les entités lui permettront d'accéder à la Ligue supérieure où il pourra gagner honneur, gloire et liberté. Gabi est surpris d'apprendre qu'il y a 3 jeux auxquels ils doivent jouer pour sortir de cet enfer. L'annonceur continue d'élaborer sur l'avenir de ceux qui perdront ou gagneront le jeu, mais il souligne qu'il sera très décevant s'ils ne peuvent pas leur offrir un combat divertissant. Le public hurle d'excitation. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, les humains se préparent à l'approche du démon. Avec cela, Kevin commence à perdre son courage et sa volonté de se battre, admettant sa défaite. N'ayant pas le choix, il déclare qu'il devrait agir de la même manière qu'avant et attaquer tous ensemble. Cependant, Gabi n'est pas d'accord, soulignant que le monstre est tout seul et qu'il est assez grand pour en tuer plusieurs d'un seul coup. Il ajoute qu'ils sont plus nombreux et qu'ils sont assez petits et rapides. Ils ont juste besoin d'épuiser le monstre et de l'encercler afin de le tuer. Kevin semble douter de ce plan, mais Gabi souligne qu'il doit lui faire confiance cette fois et le soutenir en tant que leader. Alors que le démon est sur le point de frapper, l'un d'eux crie qu'ils doivent prendre une décision plus rapidement car ils sont sur le point de se faire tuer. Kevin leur crie de se disperser, mais l'un d'eux est tellement terrifié qu'il oublie comment bouger ses pieds et courir. La main du démon atterrit sur l'homme, créant un son réverbérant qui résonne dans toute l'arène. En voyant ce qui est arrivé à l'homme, Diego se rend compte qu'ils ont bien fait de se disperser car il est plus lent qu'eux. Le démon se retourne vers eux et déclare qu'il est inutile de lui échapper. Kevin crie à ses compagnons de continuer à courir. Le démon court après eux, créant un tremblement de terre. Heureusement, ils parviennent à échapper au démon et ils se rendent compte que son mouvement ralentit. Il commence à reprendre son souffle et s'énerve de perdre patience. Le voyant se frustrer, ils en concluent que Gabi a raison de le fatiguer et de lui échapper. En colère, le démon frappe alors le sol avec son poing dur. Les humains sont emportés par l'impact, les envoyant à l'autre bout de l'arène. Ayant été le premier à se rétablir, Kevin vérifie si Fiona et Maddie vont toujours bien. Fiona s'est cassé la jambe, alors il se précipite à ses côtés pour la réparer. Il se demande si son amie est toujours inconsciente alors qu'il enroule sa jambe avec un tissu pour arrêter le saignement. Juste à ce moment-là, le démon apparaît, refusant de les laisser courir à nouveau en lieu sûr. Kevin tente de charger l'ennemi, disant qu'il préfère mourir au combat plutôt que d'être piétiné sans se battre. Cependant, Fiona l'arrête, comme si elle acceptait qu'il mourrait à la fin, alors au moins ils mourront ensemble. Les deux acceptent leur sort et font face à leur mort en se tenant l'un à l'autre. Juste au moment où le démon est sur le point de sceller leur fin, Gabi saute vers lui et lui donne un coup de pied puissant, suffisant pour l'arrêter net. À ce moment-là, il se rend compte qu'il a fait une terrible erreur. Le public applaudit en le voyant jouer les héros dans ce sauvetage de dernière minute. Le démon reconnaît sa force et sa bravoure, disant qu'il est si amusant de jouer avec lui. Il lui sourit, ravi de son nouveau compagnon de jeu. Pendant ce temps, Gabi se reproche de s'être impliqué, et maintenant le démon ne se concentrera plus que sur lui. Le seul avantage de la situation est qu'il sait maintenant qu'il peut blesser le monstre. Monstre. Il charge le démon et celui-ci riposte, frappant à nouveau l'arène avec son poing gigantesque. Il se rend compte que son ennemi est simplement un géant qui a des faiblesses comme tout le monde, et sa taille facilite le fait d'être la cible et de toucher les points sensibles. Pour gagner le combat, il continue de frapper le démon mais a peur de ne pas frapper assez fort. Diego et Mel voient leurs amis en difficulté et décident de l'aider, tout comme Kevin, qui dit à sa petite amie de reculer en attendant. Gabi et Diego attaquent tous les deux le démon en même temps, et Gabi atteint le démon. Il riposte à nouveau et produit un autre tremblement de terre qui empêche les humains d'avancer. Gabi saute et tente une autre frappe, visant à crever les yeux du diable. Cependant, il déjoue son plan et esquive son attaque, l'envoyant dans l'autre partie de l'arène. Il heurte le mur de béton avec son dos, mais se force à se relever et à se battre encore. Le démon rit de sa misère et de son côté amusant. Gabi s'évalue et se rend compte qu'il a plusieurs fractures après l'impact et en conclut qu'il a vraiment foiré cette fois. Il se déplace lentement, son corps souffrant de partout à cause de la douleur. Il n'a évidemment aucune chance contre le démon, et pourtant il se débat et essaie de survivre. Il rit maniaquement de la pitié de sa situation. Il est fascinant de constater que même si son destin s'avère être aussi brutal, il a toujours le courage de rire. Peut-être a-t-il la réponse à sa question de toute sa vie. Est-il un fou parmi les saints ou un saint parmi les fous? Le démon essaie de le frapper à nouveau, mais il le manque après qu'il ait sauté en tenant son arme. Il le poignarde ensuite dans l'œil, le faisant crier de douleur. Voulant remporter le combat, il attrape une lance à proximité et l'attaque par surprise par derrière. Comme un fou, il perce la peau épaisse du démon. Après un moment, le géant vacille et perd complètement conscience. La foule applaudit et il se rend compte qu'il doit continuer à être un fou. Parmi la foule se trouve une autre figure mystérieuse qui semble s'intéresser à lui. Gabi n'arrive pas à croire qu'il vient de gagner. Diego s'approche de lui tout en le félicitant d'être une telle puissance.
Gabi sourit alors que l'excitation de tuer quelque chose à main nue l'envahit. Elle est interrompue lorsqu'il s'évanouit et tombe au sol. Cela inquiète Diego et mêle que ses blessures puissent être graves. Un robot humanoïde médical a demandé qu'il s'écarte pendant qu'il examine Gabi. D'autres robots examinent également les autres pour leur apporter une aide médicale. Le robot, regardant Gabi, recommande que le garçon soit immédiatement placé dans la capsule de récupération. Les robots mettent Gabi dans une boîte holographique faite de lumière comme s'il s'agissait d'une civière et le traînent hors de l'arène. L'annonceur leur dit de ne pas s'inquiéter puisque les droïdes seront ceux qui s'occuperont des gens à l'infirmerie et qui se débarrasseront des corps. Il laisse la classe se rassembler puis demande l'attention de la foule. Il dit qu'il est temps d'annoncer combien de points d'essence les braves guerriers ont récolté, ce qui excite la foule. Un immense écran avec les visages de l'équipe est projeté sur un grand écran. L'annonceur est fier de dire que les humains ont battu un record en ayant 3 combattants qui ont réussi le miracle de franchir la barre des 1000. Il montre à l'écran que Gabi a récolté 3000 points, ce qui, selon lui, est du jamais vu. Kevin regarde l'écran et déteste qu'il ait obtenu plus de points que lui. Mel lève la main. Elle demande pourquoi il y a 16 noms à l'écran alors qu'ils ne sont que 15 sur le ring. L'écran montre Cédric qui n'est pas avec eux et comment il a 0 points. L'annonceur se sent bête d'avoir fait une erreur. Il lève la main vers le tas de cadavres. Cédric, pleinement vivant, se relève alors des cadavres comme s'il était porté par une force invisible. Il est tiré vers la main de l'annonceur alors qu'il l'étrangle. Cédric demande qu'il le laisse partir. L'annonceur le jette au sol tout en lui disant que se cacher et s'enfuir ne sont pas des stratégies de survie viables. Il encourage plutôt l'équipe à continuer à se battre jusqu'à ce qu'elle gagne suffisamment de points pour acheter sa liberté. Kevin lui demande de combien ils ont besoin pour être libres. L'annonceur répond qu'ils ont besoin de 100 000 points, puis il éclate de rire comme un maniaque. Les élèves paniquent car ils ne voient aucun moyen d'atteindre autant de points. Il n'y a que Kevin qui sourit et pointe son épée vers l'annonceur tout en disant à ses camarades de classe qu'ils atteindront 100 000 points en un rien de temps. Il exhorte l'annonceur à amener le prochain monstre à combattre. L'annonceur se téléporte soudainement derrière lui pour mettre son bras autour de son épaule, et il dit à Kevin qu'il aime sa façon de grogner. Il murmure aux qui ont entendu que leur bataille d'aujourd'hui est terminée et qu'ils devraient suivre les droïdes afin qu'ils puissent les guider vers l'aire de repos et répondre à toutes leurs questions. Il tape ensuite sur les fesses de Kevin comme un ami familier pour le mettre en route. L'équipe suit un droïde dans le tunnel de l'arène. D'autres droïdes se présentent pour les accueillir et leur montrer une porte de portail. Ils disent aux élèves que cela les mènera à l'aire de repos. Pendant ce temps, Gabi est toujours éveillé dans un lit à l'infirmerie. Il ouvre soudainement les yeux et se lève d'urgence comme s'il avait fait un mauvais rêve. Un homme à la peau bleue et aux oreilles pointues comme celles d'un elfe est là pour le voir. Gabi est dans un vide blanc se demandant s'il est déjà mort. Soudain, sa mère apparaît avec un sourire qui lui assure que tout va bien. Elle demande à son fils si tuer à nouveau lui fait du bien. Elle se transforme soudain en un démon au visage de crâne et lui redemande si tuer était agréable. C'est à ce moment que Gabi se réveille en urgence. L'homme extraterrestre bleu voit qu'il est réveillé et l'invite à discuter avec lui. Gabi exige de savoir où il est et où sont ses camarades de classe. L'homme bleu lui demande de se calmer et l'assure que tout va bien. Il informe Gabi qu'il est dans le centre de soins et qu'il vient de terminer sa procédure de récupération. Il se présente comme Caligan et dit avec un sourire suspect qu'il est son nouvel ami. Il propose de répondre à toutes les questions de Gabi. Il invite Gabi à manger un morceau avec lui. Pendant ce temps, les autres suivent les droïdes vers un immense immeuble d'appartements futuristes. Là, ils voient d'autres créatures extraterrestres piégées comme eux. Le droïde les emmène au bloc 99 et leur dit que l'endroit leur est exclusivement réservé. Il leur parle aussi de tout leur logement. Ils entrent dans le bâtiment où ils voient que c'est un endroit immense rempli de tout ce dont ils ont besoin comme abri. Le droïde leur donne une heure pour choisir leur quartier et demande qu'ils le rencontrent plus tard à l'étage. Pendant ce temps, Gabi est dans un restaurant, émerveillée par la vue sur la ville extraterrestre avancée. Caligan informe Guy que la haute tour à l'extérieur est l'endroit où ils étaient avant et que le portail les a déposés dans son restaurant préféré. À table, Gabi reçoit une assiette de burger. Caligan lui dit qu'il l'a commandé pour eux car il sait que c'est un plat terrestre. Caligan met trop de charme pour lui, ce qui rend Gabi soupçonneux qu'il est un agenda. Il demande ce que l'extraterrestre bleu veut de lui. Caligan sourit et repose son vin. Avant toute chose, Caligan demande à Gabi quel genre de monde est la Terre. Gabi répond que c'est un type de monde qui n'a pas encore maîtrisé le voyage spatial et n'a pas rencontré d'autres civilisations extraterrestres. Caligan demande ce qu'il ressent de sa première rencontre extraterrestre. Gabi répond que ce n'était pas vraiment agréable puisqu'il a failli mourir. Sachant cela, Caligan commence par le haut et explique qu'il se trouve dans un royaume au-delà des mondes. Au même moment, le droïde explique aux élèves comment le royaume est situé dans le vide au carrefour des univers où les réalités et le temps convergent. Le droïde continue en disant qu'ils ont eu l'honneur d'être choisis comme guerriers dans l'arène par le grand sélecteur. Il explique que le sélecteur peut traverser le temps et l'espace pour choisir des guerriers ayant le plus de potentiel pour créer les plus belles batailles. Diego se rend compte que le droïde parle de l'œil qu'il a vu auparavant. Ailleurs, Gabi demande à Caligan pourquoi l'entité veut qu'il se batte. L'homme bleu répond que personne ne le sait et qu'il semble qu'il ne le fasse que pour se divertir.
Il croit personnellement qu'il veut regarder la violence car elle est essentielle à presque toutes les formes de vie dans le cosmos et est la forme de vie la plus pure elle-même. Caligan explique que tout dans le monde tourne autour de la reine, que ce soit l'économie ou le rang social. Pendant ce temps, le droïde explique à l'étudiant que chacun d'eux doit à l'entité au moins 3 batailles. Après cela, ils peuvent soit quitter l'arène et devenir esclaves, soit continuer à se battre jusqu'à ce qu'ils gagnent suffisamment de points pour acheter leur liberté. Kevin lui dit que c'est un choix injuste, mais le droïde poursuit son explication en disant qu'ils peuvent dépenser leurs points pour d'autres choses que leur liberté. Il explique que les points sont la principale monnaie dans l'arène et qu'ils peuvent tout acheter avec eux. Pendant ce temps, Gabi est choqué car Caligan vient de lui expliquer qu'il peut également acheter la capacité d'être ressuscité avec des points. Caligan demande qu'il baisse la voix car il est un habitué du restaurant. Caligan continue en disant qu'il peut acheter une vie supplémentaire avec 100 000 points, mais il veut l'expliquer plus tard. Il se reconcentre sur le fait de dire à Gabi que les combattants qui ont percé dans l'arène sont ceux qui ont quelqu'un qui les soutient, qui fournit de la nourriture, des soins médicaux, de l'équipement et des entraîneurs de haut niveau. Caligan lui dit qu'il veut être son sponsor. Gabi demande ce que les sponsors retirent de l'accord. Il dit qu'il organise les combats, couvre tout ce dont le combattant a besoin et obtiendra des réductions importantes sur les paris des spectateurs, encore plus si son combattant gagne. Caligan dit qu'il a vu Gabi dans l'arène et comment il n'avait pas peur. Contrairement à ses camarades de classe, il partage qu'il sait qu'il a aimé tuer son adversaire. Caligan s'enthousiasme en partageant sa conviction que Gabi est un joyau rare avec un potentiel énorme. Il demande à être le sponsor de Gabi et promet de faire de lui une star dans l'arène et de lui donner richesse et pouvoir. Gabi est surpris par son offre. Le droïde propose de montrer aux étudiants comment utiliser un appareil appelé lunette et demande à un volontaire de s'avancer. Mati lève la main et s'avance. Le droïde invoque un appareil de forme ovale, qui ressemble à un objectif d'appareil photo depuis le sol. Il l'appelle Terminal, et il demande à Madi de mettre sa main dedans. Il le fait, et le droïde lui dit que c'est ainsi qu'il accède aux données de son profil. Un écran holographique apparaît montrant le profil de Madi. Le droïde explique qu'il peut accéder à ses statistiques via l'écran et lui donne 100 points à essayer. L'écran montre qu'il a été chargé avec 100 points. Le droïde demande à Madi de dire magasin, alors il le fait. Ce faisant, il entre dans la boutique en ligne. Il dit nourriture, et l'écran lui présente un menu rempli de nourriture. Il appuie sur le pilon de poulet car le droïde lui demande de choisir quelque chose d'une valeur de 100 points. Soudain, le pilon de poulet apparaît devant lui. Moti le goûte et est heureux qu'il soit bon. Le droïde lui dit qu'il est fait de porc, alors Mati le recrache. Cela le met en colère d'avoir mangé du porc alors qu'il n'est autorisé qu'à d'autres viandes comme du poulet ou du poisson. Le droïde invite les élèves à accéder à leurs terminaux et à s'y habituer. Diego appelle son terminal et il apparaît. Plus tard, les élèves se rendent dans la salle remplie de tables de leur bâtiment. Madi explique à Kevin que la plupart des élèves sont déjà dans leur chambre parce qu'ils ont été traumatisés par leur journée. Kevin les juge faibles et pense qu'ils les empêchent de sortir de leur situation. En ce moment, Kevin se fiche des points et est plus préoccupé par le fait qu'ils semblent être libres d'aller où ils veulent sans sécurité ni menottes. Avec enthousiasme, il dit à Fiona et Madi qu'ils vont profiter de l'occasion pour s'échapper. Il refuse de ne plus être un divertissement pour les extraterrestres. Soudain, il entend une voix lui dire de l'oublier. Il est révélé que Gabi est de retour, et il a Caligan avec lui. Diego et Mel sont ravis de le voir. Caligan dit à Gabi qu'il le laissera avec ses amis et qu'il s'attend à ce qu'il les informe de la situation. Alors que Caligan part, il rit à l'idée qu'il ait conclu un accord avec un enfant. Gabi demande à tout le monde de se rassembler. Il dit à tout le monde que Caligan est son sponsor et l'a recruté. Il leur dit également que Caligan lui a fait une offre et qu'il a pris l'initiative de faire une contre-offre. Kevin l'accuse d'avoir conclu un accord avec un ennemi. Gabi lui assure qu'il ne s'est pas opposé lorsqu'il a pris l'initiative de lui sauver la vie, ce qui met Kevin dans l'embarras. Gabi explique que s'ils survivent aux 2 prochaines batailles, Caligan a l'intention de les sponsoriser tous également, ce qui signifie que ceux qui survivront au prochain combat ne seront pas séparés du reste du groupe. Il essaie de donner à chacun l'espoir qu'ils resteront ensemble quoi qu'il arrive. Il explique également que ceux qui veulent arrêter de se battre deviendront les esclaves de Caligan, mais qu'il lui a donné sa parole qu'il serait bien traité. Diego demande ce que Caligan obtiendra en retour. Gabi dit que la condition est qu'il doit se battre exclusivement pour lui-même et qu'il doit le faire pour Caligan même quand ils auront tous arrêté. Diego et Mel pensent que c'est injuste, tandis que Kevin est juste insulté que cela implique que Caligan pense qu'ils sont faibles. Kevin exhorte tout le monde à ne pas suivre le plan de Gabi car il est préférable qu'il s'échappe à la place. Gabi lui assure qu'il est impossible de s'échapper. Kevin l'attrape par le col et exige de savoir pourquoi. Gabi répond qu'il y a une raison pour laquelle ils sont libres de se déplacer sans contrainte. Gabi invoque son terminal. Il demande à Kevin quel est son plan s'ils essaient de s'échapper. Kevin répond qu'ils voleront un vaisseau spatial ou utiliseront l'un de leurs portails. Gabi demande à son terminal comment quitter la planète. La voix de l'ordinateur du terminal répond que la seule façon d'entrer ou de sortir de l'arène est par un trou de verre appelé la bouche de l'éternité et que seuls les vaisseaux spatiaux renforcés conçus pour les longs voyages interstellaires peuvent le traverser.
Kevin dit que ce n'est pas un problème puisqu'ils ont juste besoin de voler l'un de ces types de vaisseaux. Gabi demande au terminal quand le prochain vortex s'ouvrira. Il répond que la bouche de l'éternité apparaîtra à nouveau dans 3 ans et 9 mois, et qu'elle durera 21 jours. Le cœur de tout le monde, et surtout celui de Kevin, tombe par terre en apprenant cette nouvelle. Gabi dit à Kevin que quoi qu'il arrive, ils resteront sur la planète pendant les 4 prochaines années. Gabi leur met dans la tête que le monde entier sur lequel ils se tiennent est une prison. Le groupe commence à perdre espoir. Au fond de lui, Gabi sait que son annonce était destinée à briser leur morale. Il est surpris que Kevin soit celui qui s'est le plus effondré alors qu'il pensait qu'il serait plus dur que ça. Gabi attire toute l'attention sur lui. Il insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'échappatoire tant que le trou de verre ne s'ouvre pas, mais veut qu'il considère cela comme un temps pour réfléchir au meilleur plan d'évasion d'ici là. Il veut qu'ils considèrent leur survie dans l'arène comme leur première priorité et se recentrent sur leur prochain combat dans 3 semaines. Il ne mâche pas ses mots et leur dit que tous ne sortiront pas vivants de la bataille, mais qu'il promet toujours d'améliorer leurs chances de rester en vie. Kevin se lève et réprimande Gabi pour avoir agi comme leur patron. Fiona lui demande de se calmer, mais Kevin continue à dire à tout le monde que Gabi manipule tout le monde. Cela amène Cédric et les autres à se demander s'il a raison. Diego rétorque qu'il devrait faire confiance à Gabi parce que c'est grâce à lui qu'ils sont vivants en ce moment. Kevin encourage Diego à réfléchir à la façon dont il est suspect que Gabi soit revenue avec un extraterrestre bizarre et des informations pratiques et un plan. Il annonce qu'il croit que Gabi est juste en train de se sauver lui-même et qu'ils sont juste trop stupides pour le voir. Il ose Gabi à répondre si son accord avec l'extraterrestre tiendra toujours si quelque chose lui arrive. Gabi ne répond pas. Ça l'énerve que Kevin soit en train de tout comprendre. Kevin dit aux autres que tout le plan de Gabi est qu'il le protège dans les 3 batailles. Cela fait réaliser à Diego et aux autres qu'il a raison. Cédric intervient et dit à Kevin qu'il pourrait exagérer. Kevin ne l'écoute pas et précise que Caligan ne se soucie que de Gabi et qu'il ne tiendra pas sa promesse s'il meurt. Gabi essaie de trouver un moyen de mettre fin à sa discussion. Il parle à Kevin comme s'il essayait d'être un diplomate et lui dit de ne pas avoir peur. Cela pousse Kevin à lui donner un coup de poing au visage. Secrètement, Gabi voulait que cela arrive. Il réplique en attrapant Kevin alors qu'il essaie de le frapper à nouveau et en le jetant contre un mur. Cela amène Kevin à se mettre encore plus en colère et il charge à nouveau Gabi. Diego protège son ami de lui et dit à Kevin qu'il doit s'arrêter. Gabi dit à Diego qu'il n'a pas besoin de faire ça tout en pensant secrètement que tout se passe comme prévu. Kevin veut que Diego s'écarte, mais Diego lui dit qu'il sera plus qu'un match pour lui. Fiona et Maddie vont ensuite aux côtés de Kevin pour le soutenir. Les autres camarades de classe regardent et sont tous tendus. Gabi désamorce en demandant à tous de se coucher et de se reposer. Fiona encourage également son petit ami à faire de même. Plus tard, Gabi est dans sa chambre et réfléchit à la façon de gérer Kevin sans briser la cohésion de l'équipe. Il veut se vider la tête, alors il va à la fenêtre pour regarder la vue. Il n'arrive toujours pas à croire qu'il est à l'autre bout de l'univers. Il entend un bruit de sanglots et voit Mel pleurer à proximité. Il réalise alors qu'elle est sur le point de sauter du bâtiment. Elle tombe, alors Gabi court après elle. Gabi réussit à la rattraper et ils touchent le sol ensemble. Il est révélé que Gabi a protégé Mel du sol avec son corps. L'homme est reconnaissant qu'il soit plus fort dans ce monde. Sinon, il serait mort. Mel reprend ses esprits et descend de lui. Gabi lui dit qu'elle n'aurait pas dû faire ça et que la hauteur aurait de toute façon signifié qu'elle aurait échoué. Gabi pleure en lui disant pardon. Elle lui dit qu'elle a juste tellement peur. Alors que Mel pleure sur sa poitrine, Gabi réalise qu'il ne se fâche pas habituellement comme ça. Il l'escorte jusqu'à sa chambre. Il est sur le point de partir, mais Mel lui prend la main et lui demande de rester. Elle lui dit qu'elle sait qu'elle ne va pas tenir et voulait juste finir les choses rapidement selon ses propres termes. Elle partage ses sentiments sur le fait que la journée a été la pire de sa vie, car tous ses amis sont maintenant morts, et sur le fait qu'elle est maintenant sur une autre planète et qu'elle ne reverra peut-être jamais ses parents. Elle admet qu'elle n'a jamais eu aussi peur de sa vie. Elle dit aussi qu'elle ne peut pas vivre avec le sentiment de culpabilité qu'elle a. Gabi lui assure qu'elle ne peut pas s'en vouloir si elle a été forcée de tuer les monstres pour se défendre. Il réalise alors que la fille parle d'autre chose. Il comprend qu'elle a dû tuer un de leurs camarades. Mel se souvient comment elle et son amie, Sophie, s'enfuyaient pendant la bataille contre les gobelins. Sophie a trébuché et est tombée, et a supplié Mel de l'aider. Mel est revenue la chercher et l'a aidée à se relever. Elle a alors vu les gobelins s'approcher. Sophie lui a demandé ce qu'elle pensait qu'elle devrait faire. Mel a serré Sophie contre elle et s'est excusée pour ce qu'elle allait faire. Elle a poussé Sophie vers les gobelins, et ils se sont associés pour la massacrer. Pendant qu'ils étaient distraits, Mel s'est enfuie. Le lendemain matin, Gabi se réveille et réalise que Mel dort à côté de lui sur le lit et le serre dans ses bras. Mel se réveille alors. Elle est surprise et s'éloigne rapidement de lui en réalisant leur position. Gabi se lève et lui dit que ce n'est pas grave et qu'il va partir maintenant. Il marche dans le couloir où Diego le voit. Diego lui dit qu'il s'est inquiété car il n'a pas répondu quand il a frappé à sa porte. Il rougit alors en réalisant que Gabi vient de sortir de la chambre de Mel. Gabi lui assure qu'il est juste venu prendre des nouvelles de Mel et que rien de ce qu'il pense ne s'est passé. Diego lui dit qu'ils se retrouveront pour le petit déjeuner.
Gabi retourne dans sa chambre où il constate que ses vêtements sont maintenant ruinés à cause de la bataille. Il ouvre son terminal pour voir les options de vêtements qu'il peut acheter. Il est déçu que l'écran de menu n'ait pas de vêtements simples, mais est heureux de voir qu'il y a une sélection de vêtements gratuits. Il appuie sur le bouton pour le sélectionner. Il l'habille comme par magie avec les vêtements noirs et blancs qu'il a sélectionnés. L'écran lui demande ensuite s'il souhaite améliorer ses vêtements au prix de 20 points, il accepte donc. Il descend ensuite dans la salle à manger où Diego et Mel sont impressionnés par son apparence. Diego et Mel essaient leurs terminaux et transforment également ce qu'ils portent. Diego voit que Gabi ne mange pas beaucoup, alors Gabi lui dit que c'est parce qu'ils doivent économiser leurs points. Diego a commandé tellement de nourriture qu'il est embarrassé d'admettre qu'il a déjà dépensé plus de la moitié de ses points en nourriture. Pendant ce temps, Kevin vient de pousser Cédric hors de son chemin en descendant les escaliers. Kevin regarde Gabi, et Gabi le regarde en retour. Ils ont tous les deux l'air tendus en se regardant. Cela conduit Kevin et ses amis à quitter la cafétéria. Mel regarde Cédric et se sent désolé pour lui. Diego dit qu'il pense que Cédric mérite ce qui lui arrive car il s'est caché sous des cadavres et utilisait ses amis pour survivre. Ces mots blessent Mel profondément. Cela la fait accepter à contre-cœur qu'il a peut-être raison. Gabi voit à quel point elle a l'air tendue, alors elle se lève et suggère qu'ils aillent se promener pour explorer leur nouveau monde. Ils se promènent dans ce qui ressemble à une rue commerçante. Ils n'arrivent toujours pas à croire qu'ils sont entourés de différentes créatures humanoïdes. Gabi pense que l'endroit ressemble au bidonville par rapport à la belle ville que Callaghan lui a montrée hier. Il pense que cet endroit doit être là où se trouvent les prisonniers. Gabi voit le chariot de poissons et se demande pourquoi les gens vendent encore de la nourriture alors qu'ils peuvent simplement en obtenir du terminal. Gabi lui dit que certaines personnes aiment toujours la nourriture biologique au lieu de celle synthétique du terminal. Il demande ensuite à Mel si elle va bien. Elle répond qu'elle n'essaiera plus de se suicider et qu'il n'a pas à s'inquiéter pour elle. Diego dit alors aux deux qu'il semble se passer quelque chose. Il voit une foule qui applaudit à proximité. Le trio regarde et voit que Kevin se bat avec un extraterrestre lézard et que la foule les entoure. La nuit dernière, Kevin n'arrivait pas à dormir. Il s'est souvenu de la bataille chaotique dans l'arène et de l'apparence de Gabi comme un monstre dérangé lorsqu'il a tué l'ogre géant. Le lendemain matin, Marty a demandé à Kevin s'il pensait qu'il devrait suivre le plan de Gabi. Fiona est intervenue, disant à son petit ami que Gabi les avait sauvés hier et qu'il ne devrait pas se soucier du fait qu'il ne se soucie que de ses propres intérêts car ils sont les mêmes que les leurs. Kevin a répondu qu'il n'aimait pas Gabi et qu'il se méfiait de lui. Il leur a dit qu'il n'aimait pas le regard que Gabi avait dans l'arène et que cela le rendait incapable de lui faire confiance. Il a rappelé à ses amis qu'ils étaient plus forts que les autres et que cela signifiait qu'ils n'avaient pas besoin de Gabi. Fiona voulait qu'il pense à la forte probabilité qu'ils soient séparés même s'ils survivent aux 2 prochains combats. Elle lui a dit que son ego déplacé l'empêchait de voir la situation dans son ensemble. Elle lui a rappelé qu'il avait raison de dire qu'ils étaient le trio le plus fort et que cela signifiait que Gabi avait élaboré le plan pour finir avec l'équipe la plus forte. Elle lui a fait comprendre que peu importe qu'il lui fasse confiance ou non, tant que cela signifie qu'ils peuvent survivre et rester ensemble. À contre-cœur, Kevin était d'accord avec elle. Fiona lui a dit qu'il devait s'excuser auprès de Gabi, mais Kaiwen a catégoriquement refusé. Fiona l'a étranglé jusqu'à ce qu'il soit obligé d'accepter. Ils sont descendus les escaliers avec l'intention d'approcher Gabi pour s'excuser. Cédric a heurté Kevin, mettant l'homme de mauvaise humeur et écartant Cédric. C'est alors qu'il a vu Gabi, et ils ont partagé un regard tendu. Cela a fait quitter la cafétéria à Kevin et à ses amis. Kevin a dit à sa copine d'arrêter de l'ennuyer car il ferait ses excuses la prochaine fois après qu'ils aient marché pour calmer ses nerfs. Ils ont marché dans le même marché. Gabi, Diego et Mel sont entrés et ont eu la même réaction que cela ressemblait à un bidonville rempli de créatures extraterrestres. Kevin s'est moqué de l'idée qu'ils devaient être les premiers humains à visiter un monde extraterrestre. Cela a fait réaliser la même chose à Maddie, et il en a ri avec lui. Fion ne comprenait pas pourquoi c'était drôle. Ils ont alors vu la foule applaudir quelque chose. Ils ont regardé et ont vu que la foule regardait une bataille en tête-à-tête entre 2 extraterrestres. Après que l'un d'eux ait été vaincu, l'animateur du combat a annoncé le vainqueur et l'a informé qu'il avait gagné 300 points. Cela a intrigué Kevin et ses amis qu'ils puissent obtenir des pintes en dehors de l'arène. L'hôte a ensuite demandé à la foule lequel d'entre eux aimerait s'avancer et défier le champion. Kevin a immédiatement levé la main et s'est porté volontaire. L'hôte lui a dit qu'il devait miser 150 points et qu'il les récupérerait, ainsi que les points de son adversaire. Après le match, Kevin et le champion se sont affrontés. Le champion s'est précipité vers lui. Kevin l'a frappé en plein dans la poitrine, le faisant tomber en un instant. L'hôte a levé la main de Kevin et l'a annoncé vainqueur. Kevin était satisfait d'avoir gagné si facilement. L'hôte lui a demandé s'il voulait continuer, et Kevin était prêt à continuer. Il a combattu un combattant extraterrestre après l'autre, remportant chaque match avec facilité. Fiona et Maddie l'encourageaient, ravis qu'il ait déjà amassé près de 1000 points. L'hôte a ensuite demandé à la foule lequel d'entre eux affronterait Kevin ensuite. Un homme lézard a souri et a dit à l'hôte qu'il le ferait. La foule s'est déchaînée en voyant le fort Clico se porter volontaire. Maddie pouvait dire que Clico était un combattant bien connu, mais Fiona s'en fichait car elle avait pleinement confiance en son gars.
Clico avait l'air si grand que même Kevin se méfiait de lui. Le confiant Clico a dit à l'hôte de Street Fighting qu'il voulait parier 500 points sur le match. Cela a inquiété Fiona et Maddie. Kevin a accepté sans hésitation. Le jeu étant prêt, l'hôte a commencé leur combat. Kevin s'est précipité immédiatement vers son adversaire, ne voulant pas lui laisser le temps d'attaquer. Soudain, Kevin a été touché par un coup de poing apparemment invisible, qu'il a repoussé. Le Kevin confus se demandait comment son adversaire venait de le frapper. Il a oublié cela et s'est précipité de nouveau vers Clico, mais il a de nouveau été touché par de multiples coups de poing apparemment invisibles. Kevin n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Moti lui a crié que Clico étendait ses bras comme du caoutchouc. Clico a soudainement lancé un coup de poing, que Kevin a à peine esquivé. Kevin s'est relevé, se rappelant maintenant qu'il se bat contre des extraterrestres. Il s'est de nouveau précipité vers Clico. Clico a frappé avec un barrage de coups de poing, mais Kaiwen les a tous esquivés et l'a frappé à l'estomac. Il a ensuite enchaîné avec un autre coup de pied à l'estomac, qui a renvoyé Clico en arrière. Maddie et Fiona ont applaudi. Malgré leur soutien, Kevin leur a crié de se taire pour ne pas perdre sa montée d'adrénaline. Clico a félicité son adversaire pour son attaque et lui a dit que c'était à son tour. Il s'est rapidement précipité vers Kevin et l'a frappé à bout portant tout en étendant son bras pour plus de puissance. Fiona et Maddie se sont inquiétés. Kewan a essayé de contrer, mais Clico a esquivé et l'a frappé au visage, faisant tomber le garçon au sol. Clico s'est lié d'amitié, rendant Kevin furieux. Kewan a essayé de le frapper plusieurs fois, mais il a continué à esquiver. Clico lui a donné une claque dans le dos, le faisant tomber de nouveau au sol. La foule encourageait Clico à achever Kewan. C'est alors que Gabi, Diego et Mel sont arrivés pour voir ce qui se passait. Kevin dit à Clico que ce n'est pas encore fini, mais Clico voit bien qu'il est déjà fatigué. Kevin se demande ce qu'il doit faire. Gabi était confus car il a soudainement trouvé son camarade de classe dans une bagarre de rue. Cela dit, cela ressemblait à un combat valide avec un arbitre, alors il a choisi de ne pas intervenir. La scène lui fait également savoir qu'ils peuvent se battre et gagner des points même en dehors de l'arène. Kevin a chargé, bien qu'ils sachent tous les deux qu'il allait probablement mourir. Déjà assuré de sa victoire, Clico a souri et a repoussé le faible poing de l'humain comme une mouche. Il enfonce un coup de poing rapide mais fort dans son ventre, faisant tomber son adversaire au sol en signe de défaite. En regardant le jeune homme immobile, l'extraterrestre sourit et le félicite d'avoir fait un excellent match. Les amis de Kevin ont couru vers son corps inerte, inquiets de son état. Pendant ce temps, l'hôte a levé le bras du vainqueur et lui a accordé les 1000 points qu'il avait gagnés. Les autres humains ont regardé l'état de leurs camarades de classe, bien conscients de la gravité de ses blessures. Fiona a attrapé le visage du jeune homme, le suppliant de se réveiller, tandis que Moti a juré de faire payer la créature pour ce qu'elle a fait à son ami. Furieux et prêt à se venger, il a couru vers Clico, qui était occupé à récupérer les points qu'il avait gagnés. Comme battre un autre humain n'allait pas lui poser beaucoup de problèmes, le combattant a volontiers accepté le défi et a essayé de répondre au coup de poing avec le sien. À ce moment-là, les paumes de Gabi ont attrapé les deux coups de poing, les arrêtant net alors qu'ils étaient lancés. Les deux hommes sont choqués par l'interruption soudaine, mais le jeune homme leur dit simplement de se calmer pour le moment. Mati se demande comment il peut faire ça après ce qui s'est passé, mais on lui dit de regarder autour de lui. Le combat a suivi les règles, et la foule va les mettre en pièces s'il continue à faire une scène. L'extraterrestre rit en signe d'accord, ajoutant qu'il devrait plutôt s'occuper de son ami à moitié mort. Gabi tend alors une fiole d'un autre monde à Maddie. C'est un injecteur qui contient un sérum de guérison, qui est suffisamment puissant pour agir instantanément. Recevant cela avec joie, le garçon se calme et se dirige vers son ami blessé. Pendant ce temps, Clico appelle l'autre et, avec une aura sinistre et stimulante, demande son nom. Sans même une trace de peur sur son visage, Gabi le fixa pendant un moment et s'éloigna en prononçant son nom. Le monstre était intrigué par le bug qui avait arrêté son coup de poing d'une seule main. Dès qu'ils ont injecté le sérum à Kevin, il s'est réveillé en sursaut avec une respiration profonde. Alors qu'il se demandait ce qui venait de se passer, Fiona a étreint son amant avec soulagement. Avec cela, il est devenu clair qu'il avait perdu le match. Gabi est alors entré dans son champ de vision, disant qu'ils doivent partir car il bloque le prochain duel. Bien qu'il se demande ce que le camarade de classe faisait là, les humains quittent la zone pour le moment. Personne n'a prononcé un mot en chemin, et la tension entre les deux était épaisse et volatile, comme si elle allait exploser à tout moment. Diego s'inquiétait ensuite d'affronter quelqu'un comme Clico lors de leur prochaine bataille dans l'arène. Leur seule chance de survivre est que les deux hommes à l'avant cessent de se chamailler. Il taquine Fiona, lui demandant de convaincre son partenaire avec son charme. Remarquant l'agitation, Kevin se demande quand les deux groupes se sont rapprochés. Il se méfie toujours de son camarade de classe, mais reconnaît qu'ils ont besoin de lui pour le plan. Avec cela, ils ont continué à marcher jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin au dortoir. Il s'est soudainement arrêté alors qu'ils se séparaient et a crié pour faire se retourner Gabi. Lui disant d'attraper, il lance un objet familier, qui est étonnamment le même sérum de guérison que celui utilisé sur lui auparavant. La dette réglée et les deux à égalité, il s'en va.
On aurait dit qu'une bagarre allait éclater, mais Kevin prouve sa bonté de cœur à la fin. À leur confusion, Gabi se dirigea vers sa chambre sans dire un mot de plus. Enfin seul, il remonte sa manche, révélant son bras violet et profondément meurtri. Clicquot lui a cassé les os d'un seul coup, ce qui était impressionnant en soi. S'injectant le sérum de guérison dans la cuisse, il guérit la grave blessure en un instant. Il sent ses os et ses muscles guérir et, avec une prise ferme, il sourit à la façon fascinante dont les choses fonctionnaient dans ce monde. En rêvant, Gabi rencontre à nouveau l'image de sa mère démon qui lui demande comment il va. Elle se gratta la tête, confuse, et se demanda pourquoi il n'avait pas dit la vérité à ses amis. Ce ne sont probablement pas ses affaires malgré leur relation, mais elle se demande quand même pourquoi il cache le fait qu'il est heureux là-bas. Les yeux du jeune homme s'ouvrirent brusquement, réveillés par l'alarme retentissante. Alors qu'il se frotte les yeux après le cauchemar, il se souvient qu'il n'a même pas de réveil et se lève d'un bond pour voir ce qui se passe dans sa chambre. Là, il voit un écran l'informant que la prochaine bataille aura lieu dans 8 jours. Normalement, on serait horrifié, mais il sourit d'excitation pure. À la cafétéria, la plupart des humains ont déjà enfilé les vêtements de la planète et sont visiblement plus troublés que d'habitude. Entrant pour voir que tout le monde était déjà là, Gabi dit qu'ils peuvent commencer tout de suite. Cependant, ses camarades de classe se sont plaints bruyamment car il leur avait dit auparavant qu'il y avait 21 jours avant le prochain combat, l'appelant même menteur pour s'être trompé. Étonnamment, Kevin fait taire tout le monde avec un grand cri. Pour lui, l'objectif final restait le même, alors il ordonna à tout le monde d'écouter le plan de Gabi. Avec une reconnaissance mutuelle l'un de l'autre, les deux jeunes hommes acquiescent et commencent. Ils n'ont pas eu autant de temps qu'ils l'espéraient, mais maintenant ils doivent utiliser ce qui reste pour s'entraîner. Pour aggraver les choses, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont combattre, une horde de monstres ou un combattant puissant. Le seul avantage qu'ils ont est leur force en nombre, mais leur faiblesse elle-même. Ils pointent du doigt le groupe d'étudiants avec des yeux impitoyables. La plupart d'entre eux sont faibles physiquement et mentalement et honnêtement ne dureront pas longtemps dans l'arène. Diego essaie de le calmer au milieu des réactions insultées qui se déversent, mais Gabi fait taire tout le monde avec un seul mot. La peur frappe leur cœur. Ils n'étaient pas dans un cours de gym ou un match amical. C'était une question de vie ou de mort. Leurs sentiments ne sont pas pertinents, et la vérité est que la plupart d'entre eux sont des faibles. Heureusement, il a formulé une stratégie pour résoudre ce problème. Ils regardèrent avec émerveillement alors qu'il invoquait son terminal. La stratégie tournera principalement autour de la lance et du bouclier. Depuis les temps anciens, ces armes étaient les plus mortelles au combat, surtout lorsqu'elles étaient utilisées avec des formations. Cependant, une phalange est immobile et pourrait ne pas être trop efficace s'ils affrontent un autre géant. Cédric soulève la question de certaines personnes étant plus à l'aise avec les épées. D'un autre côté, Matty mentionne comment chaque combattant dans une phalange est protégé par un autre bouclier. Reconnaissant qu'ils posent tous les deux les bonnes questions, Gabi dessine sur un écran et dit que leur formation sera menée par leurs 4 guerriers les plus forts. S'ils affrontent un géant, ces 4 diviseront la formation et attireront son attention pendant que les autres l'encercleront. Maintenant dispersés dans les 4 coins de l'arène, ils encercleront avec succès l'ennemi. Kevin confirme silencieusement que le plan laissera lui, Diego, Maddie et Gabi avec le plus de points. Gabi l'appelle ensuite et lui demande son aide pour une petite démonstration pour l'équipe. Ils se rassemblent à l'extérieur avec des mannequins et de l'équipement. Alors qu'il est armé d'une lance et d'un bouclier, Kevin va frapper avec une épée. Maintenant prêt, l'épéiste dit qu'il sera doux, mais la réponse sarcastique de son partenaire de démonstration est plus cassée pour le provoquer. Il chargea avec un grand cri, avec l'intention de blesser le camarade de classe. Les gens regardèrent avec surprise alors que la pointe de la lance était soudainement juste à côté de son cou. Juste comme ça, le vainqueur fut décidé, et ils montrèrent avec succès l'avantage de porter d'une lance. Ne voulant pas être utilisé si facilement comme exemple, Kevin dévie la longue arme avec sa lame et charge pour tailler le bouclier à plusieurs reprises. Il lance des coups solides, mais aucun ne traverse l'objet défensif robuste. Pour rappeler aux autres les capacités offensives d'un bouclier, Gabi recule et se lance en avant pour déséquilibrer l'adversaire. Il ne perd pas un instant et utilise à nouveau la lance, cette fois pour la balancer sur les jambes de la cible, le faisant tomber au sol. Il pointe la pointe tranchante sur la tête de Kevin et demande qui veut essayer ensuite. En plus de la leçon sur les armes, Gabi a également montré sa domination sur le groupe. L'entraînement pour la formation de combat se poursuit, mais le plan laisse les 4 meilleurs combattants sans bouclier pour se protéger. En tant que meilleurs du groupe, ils doivent trouver l'équipement approprié qui leur convient. Les armes d'entraînement sont gratuites, mais ils devront dépenser des points pour s'armer correctement dans l'arène. Cela inquiète certains, car la plupart d'entre eux ont déjà dépensé les points qu'ils ont reçus. Gabi assure que cela ne devrait pas être un problème pour eux. Invoquant l'inventaire, il conjure une hache d'apparence fiable et dit qu'il a pris l'initiative de l'acheter pour l'usage de Diego. Alors qu'il aimait l'arme, les 2 autres hommes ont remis en question le favoritisme. Il peut infliger des dégâts massifs avec sa force et la portée de la hache. Informé qu'il ne peut pas accepter un article aussi cher, son ami rassure que c'est le moins cher. Cela parvient à le calmer, alors il serre juste le jeune homme dans ses bras avec gratitude. Juste à ce moment-là,
une fenêtre est apparue, lui demandant s'il aimerait prendre possession de l'objet. Encouragés par son article, les autres vérifient également leur inventaire avec enthousiasme et sont rapidement remplis de bonheur. Kevin prend la clé mort de l'Empire car il a l'intention de tuer des ennemis par douzaines. Il montre également un nouveau manteau fringant, frappant même une pose avec fierté dans son style. Quant à Matty, il choisit d'imiter un épéiste qui manie 3 épées, mais ne peut se permettre que 2 lames pour l'instant. S'éloignant du festival de cosplay, on demande à Gabi son choix d'arme. Il est fan d'attaques rapides et efficaces, il a donc choisi une hache de lancer ordinaire particulière. Les 3 se figent. Surpris par son choix terne, le combattant efficace ajoute qu'il a acheté plusieurs autres outils à utiliser pour les batailles. Juste à ce moment-là, Fiona et Mel sont apparus avec des visages déterminés. Elles sont réprimandées pour avoir ri et gloussé. Quand il y a un gros problème, certains des élèves ne peuvent même pas se permettre les articles bon marché, donc les 4 devront acheter pour eux. Les 2 hommes protestent, disant qu'ils se sont battus pour leurs propres points et veulent garder leurs affaires. Comme d'habitude, Fiona parvient à gronder Kevin jusqu'à la soumission, tandis que Diego se reproche d'avoir gaspillé ses points. Heureusement, Gabi prend beaucoup mieux la nouvelle et s'empresse de la corriger. Le problème des outils étant réglé pour l'instant, ils reprennent la mission d'entraîner les troupes. Pendant ce temps, un grand œil rouge volait et observait d'en haut. On dirait un animal de compagnie appartenant à Ligon, qui observait le déroulement de la situation avec un sourire satisfait. Une femme s'accroche à lui, se demandant s'il ne la trouve plus intéressante. Il lui lance quelques mots flatteurs et se laisse aller à boire de l'alcool, allant même jusqu'à dire au barman voisin de sortir la meilleure bouteille. En marchant dans la nuit, il lui raconte des histoires vantardes mais intéressantes. Soudain, quelque chose attire son attention, alors il lui dit de monter dans la chambre pendant qu'il prend l'air. Il lui fait signe de s'en aller avec un sourire et dit aux 3 derrière lui de se diriger ensemble vers la ruelle. Là, Ligon est envoyé valser. Le patron du voyou n'apprécie pas qu'il exhibe son argent alors qu'il lui doit encore de l'argent. Il rétorque que la date limite est encore loin et qu'il peut faire ce qu'il veut d'ici là. Cependant, le problème est qu'il a déjà perdu tellement à cause de la défaite de son dernier champion. Encore une fois, il insiste avec assurance pour qu'il laisse les choses telles qu'elles sont, ce qu'ils ont bien l'intention de faire puisqu'ils voulaient seulement lui remettre les idées en place. Les choses prennent une tournure et les voyous se retrouvent sur le sol froid et dur, complètement battus par un seul homme. Allumant une cigarette, il leur dit d'amener plus de monde la prochaine fois s'ils veulent le battre. Après tout, c'est insultant d'envoyer des déchets contre un ancien champion de l'arène. Ligon les laisse là pour retourner auprès de sa femme. Dans un pays avancé et paisible, Boule contemplait la ville depuis le balcon de sa maison. Quelque chose de monumental allait se produire. Leur civilisation se lance dans sa première mission de colonisation d'une autre planète, et il a l'honneur de diriger l'expédition avec Dua, sa fiancée, et June, son meilleur ami. Leur vaisseau s'est mis en marche et a lévité au-dessus du sol. Assez tôt, ils étaient dans l'espace, voyageant vers leur première cible et leur nouvelle terre promise. Même en attendant un bébé, il était sûr qu'ils allaient avoir une vie merveilleuse. Cependant, leur véhicule s'est soudainement secoué. Quelque chose les avait frappés de l'extérieur. Ils se sont serrés l'un contre l'autre, inquiets alors que leurs alarmes retentissaient. À leur grande surprise, le collectionneur les regardait de l'extérieur, et tout leur vaisseau spatial était soudainement aspiré. L'arène était pleine de combattants qui se préparaient. Tout le monde était visiblement agité, certains faisant les 100 pas pour calmer leur esprit. Diego était le pire d'entre eux, ayant même presque une crise de panique à cause de la pression. D'un autre côté, Gabi était occupée à se concentrer et à suggérer qu'ils fassent de même. Ils étaient près de la salle d'attente, forcés de rester immobiles jusqu'à ce qu'ils soient appelés pour le match qu'ils n'attendent même pas avec impatience. Matty priait, croyant en Dieu maintenant plus que jamais après tout ce qu'ils ont traversé. Finalement, les droïdes apparaissent à l'entrée et disent aux combattants de les suivre. Contrairement aux autres, Kevin était heureux d'avancer avec les batailles. L'ouverture de la scène principale était large, et il n'avait qu'à se préparer au lancement. Alors que les choses se rapprochent, les nerfs commencent à prendre le dessus sur les autres. Soudain, le tyran appelle Cédric et menace de l'achever personnellement s'il se dégonfle à nouveau. Avec le visage du représentant de classe décoloré, ils entrent dans le portail. Ils émergent dans une autre pièce beaucoup plus petite et plus calme. Ils s'alignent tous pour le match. Fiona dit à Kevin de faire attention pendant qu'il promet de la protéger. Il était enfin temps pour les humains de mettre en pratique ce pourquoi ils se sont entraînés et d'espérer que le plan de Gabi fonctionne pour le mieux. Les portes se sont ouvertes et l'annonceur a accueilli les habitants de la Terre qui ont ensuite été accueillis par une foule rugissante. Se demandant s'ils vont gagner comme la dernière fois, il ne peut s'empêcher de s'exciter. Cependant, une voix sévère ordonne soudainement à la formation de s'arrêter. Ils se sont figés immédiatement, mais n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Même les 4 leaders ne comprenaient pas pourquoi les gens ne bougeaient pas. Ils ont avancé, n'entendant que le son de mouvements confus. Soudain, Gabi a juré en réalisant la vérité. Devant lui, un grand groupe se tenait au milieu de la fumée. C'était Boule et son peuple qui regardaient avec perplexité après avoir été enlevés de l'espace. Autour d'eux se trouvaient des tables d'armes,
une scène étrangement similaire à celle où les humains sont arrivés pour la première fois. Les étudiants n'arrivaient pas à y croire, et les choses ressemblaient à une blague cruelle. Ils savaient exactement ce qui se passait maintenant, mais refusaient de l'accepter. Gabi le considère comme un idiot pour ne pas avoir pensé à ça. Mais aujourd'hui, il semble qu'ils seront forcés d'endosser le rôle de méchants. En tant qu'apporteur de chaos, l'annonceur lance les jeux. Les extraterrestres se tenaient là, se serrant les uns contre les autres en silence et en inquiétude, alors les humains n'avaient d'autre choix que de les regarder avec confusion. Ils se demandent pourquoi les nouveaux venus n'attaquent pas alors qu'ils le devraient, mais Mel comprend qu'ils ne savent même pas où ils sont, tout comme eux il y a 10 jours. Forcés d'apparaître là sans raison ni explication, ils avaient naturellement peur. Les étudiants ont de la chance. Gabi avait un sourire sinistre sur le visage, se voyant présenter des cibles faibles sur un plateau d'argent. Avide d'attaquer comme ils l'ont pratiqué, il fait appel aux membres de son équipe. Mais à sa grande stupéfaction, personne n'a bougé, et certains ont même planté leur regard dans les espaces vides. Diego est également appelé, mais le grand homme déclare alors qu'il refuse de participer à une telle bataille. Gabi ne comprend pas du tout leurs sentiments et se demande même si ses pairs sont ceux qui ne comprennent pas la situation dans laquelle ils se trouvent. Soudain, son cauchemar réapparaît et dit qu'il est en fait le seul à être différent. Il se tourne pour lui faire face. Diego est prêt à affronter n'importe quel monstre pour les protéger, mais il ne peut pas blesser d'autres victimes de la reine. Après tout, il n'est pas un meurtrier par nature contrairement à Gabi. Alors que le grand garçon est un cas particulier, les autres ne sont pas retenus par la morale, mais par la peur d'y aller en premier, et la peur d'être condamné pour cela. Seul un monstre lèverait son arme contre des innocents, et qui oserait faire ça dans leur groupe? Est-ce peut-être Mel, dont ils savent qu'elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air? Sera-ce Kevin, qui est toujours désireux de se présenter comme le mâle alpha parmi eux? Ou pourrait-il s'agir de Gabi, qui a maintenant la chance de montrer aux autres qui il est vraiment? Le temps passe, et même l'annonceur est déçu par l'atmosphère stagnante. Alors que l'arène commence à être remplie de huées et de moqueries, Cédric crie fort et se précipite en avant avec ses armes. Hélas, un résultat inattendu. Les nouveaux venus ont reculé instinctivement, terrifiés par l'homme qui les chargeait avec une lance. Malheureusement, la confusion prend le dessus et ils ne parviennent pas à esquiver la première poussée. Même l'élève est surpris de ce qu'il a réussi à faire, mais l'alien s'est juste effondré au sol, perdant rapidement la vie. Cédric a fixé son corps se tordant pendant un moment, jusqu'à ce que le frisson maniaque de tuer un autre se répande sur son visage. Absolument ravi, il leva sa lance et appela le reste de sa race. De même, le choc sur les visages des aliens est remplacé par la colère, et il réalise enfin la situation dans laquelle il se trouve et ce qu'il doit faire. Prenant les armes sur la table, ils lèvent leurs lames pour se battre. Avec cette étincelle, il était enfin temps pour la bataille dans l'arène de commencer. Certains hésitent encore, mais les paroles de leur chef les incitent à adopter la formation qu'ils ont pratiquée. Maddie et Kevin ont tenu leurs armes pour prendre la tête, et les humains ont bientôt chargé les aliens encore confus. Alors qu'ils tenaient bon, se convainquant qu'ils pouvaient le faire, Cédric a ri. Il se trompait complètement et n'avait aucune chance contre les humains qui allaient tous les tuer. Demandez ce qui lui fait penser cela, le représentant de la classe a étrangement laissé tomber ses armes et a enlevé sa chemise, déclarant qu'ils sont des gens. Armés d'armes avantageuses et d'un plan intelligent, les humains ont commencé à tuer les aliens. Avec cela, l'annonceur a finalement ri de satisfaction, et le public a applaudi pour le spectacle qu'ils ont payé. Gabi décapite sans pitié ses ennemis, sans même scier, mais s'est retourné avec confusion en voyant Diego immobile sur le champ de bataille. Il se demande ce que fait son ami et lui rappelle qu'il doit gagner des points pour vivre. Encore une fois, le grand jeune homme a fermement refusé de participer à de telles atrocités, même si cela le laissait affamer jusqu'au prochain combat. Son ami essaie de le convaincre, lui rappelant à quel point ils ont bien réussi la dernière fois. Mais c'était différent car ils combattaient des monstres pour leur vie. C'était tout ce que c'était. Et maintenant, Gabi a finalement compris ses sentiments. Alors que la bataille faisait rage, il s'est moqué de l'excuse qu'il venait d'entendre. Demandant ce qui est si drôle à ce sujet, on dit à Diego qu'il l'est pour avoir refusé de combattre les victimes du monde fou qui sont exactement comme eux. Après tout, les gobelins et le géant étaient probablement aussi des victimes, forcés de se battre contre leur volonté. Cette fois, les ennemis ont une expression humaine, et il fait soudainement semblant d'être une bonne personne. Qualifié d'hypocrite, le garçon au cœur tendre est suffisamment insulté pour repousser son ami. Cela fait encore plus rire Gabi de lui, se demandant où est passée sa non-violence. Peu importe pour lui si c'est logique ou non. Il refuse juste d'être comme eux. Le psychopathe est stupéfait, ne comprenant pas l'accusation tout de suite, mais Diego a été étonnamment rapide à comprendre et en sait plus qu'il n'y paraît. Il sait très bien à quel point son ami aime ça là-bas et même à quel point il aime tuer. Cela dit, il ne veut pas en faire partie. Gabi reste silencieux pendant un moment, complètement pris au dépourvu. Laissant le jeune homme tranquille, il retourne au combat. Le cauchemar se demande si c'est la fin d'une belle amitié. Pendant que tout cela se passait, les humains étaient étonnamment maîtrisés par les nouveaux arrivants. Cela dit, Cédric taillait toujours les ennemis,
affichant un grand sourire sur son visage alors qu'il se tenait au-dessus de ses victimes tremblantes, poignardant l'alien pauvre à plusieurs reprises. Il n'arrêtait pas de rire. Le frisson remplissait tout son corps, et il ne pouvait pas en avoir assez du tout. Cependant, une main ferme saisit son bras et s'arrêta à mi-course. C'est Matty qui lui demande d'arrêter car son ennemi était déjà mort. Ils n'ont pas d'autre choix que de les tuer, mais cela ne signifie pas qu'ils devraient profaner les corps. Ne se souciant pas de ses paroles, Cédric frappe la tête de son allié avec un bouclier dur. Quand Kevin se retourne, tout ce qu'il voit, c'est son ami blessé et déjà au sol. Il se précipite à ses côtés, désireux de le soigner dès que possible, mais l'autre psychopathe dit que cela lui apprendra à arrêter de harceler. Réalisant qui était responsable de l'état du garçon, Kevin a pris sa lame, mais Cédric, ayant maintenant perdu toute la douceur de son corps, l'a défié à un combat. Ils ont balancé leur lame et, en tant que personnes qui savent déjà à quel point ils sont forts sur cette planète, utilisent pleinement leur physicalité surhumaine. Le bruit du métal qui s'entrechoque a résonné dans l'arène alors que leurs lames se sont connectées. Gabi remarque cela et se demande ce qui se passe, et les autres commencent bientôt à se tourner vers eux également. Kevin est stupéfait par les attaques folles du représentant de la classe, mais parvient à le renvoyer avec un large coup de claymore. Cédric se contente de ricaner, ayant attendu l'occasion de le combattre. Maintenant que c'est arrivé, il s'est transformé en un véritable monstre sans contrôle. Même l'annonceur était amusé par le tournant inattendu mais intéressant des événements. Pour une raison quelconque, c'est comme si tout le monde était devenu fou tout d'un coup. Cédric a chargé avec son épée, frappant son propre allié comme un maniaque déchaîné. Il dit à Kevin de riposter et de répondre à ses attaques, mais il refuse de combattre quelqu'un qui est devenu fou sans explication. Le représentant de la classe soutient qu'il est finalement devenu lui-même. Les étincelles du choc de leurs lames sont aveuglantes. Bien qu'il n'ait peut-être pas remarqué qu'il est au fond de lui, il observe attentivement le tyran depuis très longtemps, c'est pourquoi il le comprend bien. Pour Kevin, la seule raison pour laquelle il peut lui tenir tête est qu'il est devenu fou. Il croit probablement que quelqu'un de si faible n'oserait jamais attaquer quelqu'un de si fort. Poursuivant son agression, Cédric réfute tout cela, disant qu'il n'a jamais eu peur, pas même un instant. Après tout, il a toujours su qu'il était plus fort de toute façon. La force ne dépend pas seulement de la capacité physique, mais des règles du jeu auquel il joue. Basé sur les normes du lycée, puissant, il a donc piétiné tout ce qu'il voulait. Cédric ne peut même pas le blâmer puisque tout cela ne faisait que partie des règles. Cependant, il savait que Kevin atteindrait son apogée à l'école alors qu'il s'améliorerait une fois qu'il serait diplômé. Strictement parlant, le représentant venait d'une famille plus riche, était plus intelligent et, en fin de compte, destiné à prospérer dans le monde réel. D'un autre côté, le tyran finirait comme un clochard comme son père. L'insulte le déclenche, alors les deux hommes se cognent la tête de colère. Esquivant un autre large swing, Cédric explique qu'il a accepté toute la domination et l'humiliation, sachant qu'il finirait par être le gagnant à la fin. Il lui a fallu un certain temps, mais a finalement réalisé que dans ce monde, c'était différent. Il retire son bras et lance de manière inattendue le lourd bouclier. Il ne se déplace pas aussi vite et est facilement esquivé, mais la distraction a suffi à Cédric. Il n'y a pas de règles dans ce monde, et il le prouve en jetant du sable dans les yeux de Kevin, l'aveuglant temporairement. Complètement sans défense, il essaie de bloquer, mais reçoit la lame enfoncée dans sa poitrine. C'était une blessure mortelle, et Fiona a dû regarder avec horreur son amant tomber au sol. Gabi a maudit le cours des événements. Surpris que son ennemi puisse encore parler, le psychopathe note que les femmes se précipitent gentiment à son secours. Retirant sa lame de la poitrine du garçon, il dit que les filles peuvent le regarder mourir juste sous leurs yeux. Gabi courait, mais savait qu'il n'allait pas arriver à temps. Continuant à jurer, Kevin refuse d'être pathétique et lui dit de ne pas rater son coup. Alors que Cédric se demandait si tuer son propre coéquipier lui donnerait des points, une sensation lourde apparut soudainement derrière lui. Diego frappa par derrière et l'envoya voler d'un seul coup de poing. Il s'écrase contre le mur, et l'impact est assez fort pour l'assommer. Pendant ce temps, les humains se précipitèrent aux côtés de Kevin, priant pour qu'il soit encore en vie. Ça fait mal, c'est sûr, mais il leur assure qu'il va bien. Gabi essaie d'ouvrir le terminal pour une potion, mais ça ne marche pas dans l'arène. S'ils survivent jusqu'à la fin de la bataille, alors seulement ils pourront sauver leur allié. Malheureusement, le jeu ne se terminera pas tant que tous leurs ennemis n'auront pas été éliminés et tués. S'adressant à son ami, Diego lui dit de faire ce qu'il a à faire pour gagner. Ayant la permission de se lâcher, le jeune homme met sa capuche et dit au reste de ses camarades de classe de ne pas bouger pendant qu'il travaille. Les aliens commençaient à avoir de l'espoir et ont commencé à croire qu'il pourrait tenir le coup et peut-être gagner le combat. À la surprise de Bull, il entend les cris désespérés et douloureux de son peuple. Son cœur se serre quand il trouve Gabi en train de les massacrer avec des yeux impitoyables et expliquant qu'il est pressé. Avec un dernier coup de lame, la bataille était terminée. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.